Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus formelle où je vais te parler essentiellement du cadre légal et de comment est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui, au service de qui fonctionne le cadre légal. Est-ce que c'est à ton service pour préserver la justice, pour préserver notre capacité collaborative à échanger des connaissances, des biens et des services, ou est-ce qu'il est au service d'autre chose? Et je vais te donner des exemples extrêmement précis pour que tu comprennes à quel point le cadre légal aujourd'hui doit être repensé dans sa totalité pour être de nouveau l'instrument qui unit tous les citoyens de la nation en un peuple dans une harmonie d'équité des règles pour tous, ce qui n'est pas le cas en Suisse aujourd'hui. Euh, Quelques petites remarques. En 2024, le Congrès américain vote 176 lois, 176 lois, et les organisations gouvernementales écrivent 3250 règles d'application des 176 lois que le Congrès a fait passer. Et je te rappelle que ces 3250 règles sont le code, entre guillemets, d'application de la loi. Donc, ça veut dire que si tu veux pouvoir ne serait-ce que prendre et comprendre les 176, 176 règles signées, votées par le Congrès, tu vas devoir apprendre par cœur 3250 règles qui se réfèrent à ces lois. Donc, ça veut dire que tu dois apprendre sur 3 ans d'université dans le domaine du droit. Tu devras apprendre quand même des dizaines et des dizaines de règles par jour, hein. Sur 1000 jours, tu devras apprendre à peu près 32 règles par jour pour ne serait-ce qu'appliquer les 176 lois signées par le Congrès en une année. Le Code de régulation fédérale aux États-Unis en 2024 fait 100 millions de mots, alors qu'il n'en faisait que, en 2010, 72 millions, 72 millions. Donc, en 12 ans, ils t'ont fabriqué 42 000 règles nouvelles. 42 000 règles nouvelles. Et en fait, c'est ce que je vais me référer au livre que j'ai devant moi ici, que j'ai écrit sur le chapitre cadre légal, pour que tu comprennes le principe de tiers regard et comment est-ce que si on applique un tiers regard, donc une transparence totale, à tout ce que fait la justice, le département de justice à une échelle nationale, si le tiers regard s'applique, cela responsabilisera tous les juges, tous les acteurs du système judiciaire. Tu dois comprendre, avant de démarrer avec des exemples précis, que ce que tu payes t'appartient. Le cadre légal est payé par les taxes des citoyens. Le cadre légal n'est pas un instrument de pouvoir au service des intérêts financiers de l'État, de nos amis banquiers ou de qui que ce soit. Le cadre légal, l'appareil judiciaire est à ton service, au service du citoyen, du peuple. Et c'est ce que je vais te décrire dans un instant. Et tu dois comprendre que pour la plupart, bien sûr, les gens du Congrès aux États-Unis, par exemple, sont élus, mais tous ceux qui écrivent les 42 000 règles nouvelles, 42 000 règles nouvelles en 12 ans, sont des non-élus, sont des gens qui travaillent, qui sont payés par l'État, mais qui s'arrogent un pouvoir de plus en plus grand en te donnant des principes, des processus et autres bêtises qui sont censés remplacer ton intelligence, ton ressenti. C'est, c'est une monstruosité. Et
je vais rester sur le principe du cadre légal, sur le principe de tiers regard qui doit s'appliquer au cadre légal. Aujourd'hui, en Suisse seule, l'application de la loi passe par des dizaines de traités, de codes de procédure, de jurisprudence, de code des obligations, code civil, code pénal, constitution bien entendu. Ça totalise plus de 13 000 pages. 13 000 pages, c'est combien de fois la Bible? 4, 5 fois la Bible. Et c'est ce que les têtes blondes qui peuplent nos universités devraient se mettre dans la tête pour pouvoir rendre justice. C'est une absolue aberration et cela doit impérativement changer. C'est ce que nous allons faire ensemble. Donc, je vais me référer à mon livre, évidemment, 2024. J'ai mis quelques marque-pages pour pouvoir m'y retrouver. Et je veux prendre ça comme support parce que ça te montrera vraisemblablement à quel point il est de ton devoir de donner une structure, une géométrie à ta compréhension des problèmes actuels. Parce que si tu as une géométrie de l'esprit qui fait les liens simples, basiques sur ce que délivre le cadre légal, comment est-ce qu'il peut être restructuré, où vient s'agencer, s'appliquer le principe de tiers regard, eh bien, il te sera tellement plus facile d'en parler à tes proches, d'échanger, de faire progresser le système. Donc, je vais te lire quelques petits extraits, histoire de rigoler ensemble. Je commence. Il faut absolument diviser par 10, peut-être par 100, le nombre d'articles de loi pour que de vraies règles simples, accessibles et à ton service recommencent à nous unir plutôt que de nous diviser. Mais les États ne veulent pas de règles simples, fortes et puissantes qui servent la justice, tout comme ils ne veulent pas un peuple fort et puissant qui exerce sa souveraineté, qui pourrait remettre en cause leur pouvoir, et les règles qui nous divisent à leur profit. Ils préfèrent une multitude de petites règles qui s'annulent les unes les autres en fonction de la façon dont elles sont utilisées pour permettre tout et son contraire. Comme je te l'ai dit, même les top spécialistes, les gens qui sortent tout frais moulus des universités, ne peuvent pas appliquer la loi. Il leur faut des années de stage et autres pour comprendre comment l'application de la loi est faite par des juges et autres, et je vais te le décrire dans un instant. Donc, une citation dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». En fait, ça n'est pas du tout une citation, c'est un principe juridique qui t'explique que tu ne pourras pas t'abriter derrière ton ignorance pour ne pas être tenu responsable des infractions que tu fais à la loi et aux règles qui nous unissent. Et c'est normal. Mais aujourd'hui, de nul n'est censé ignorer la loi, c'est devenu nul n'a le droit de comprendre la loi. La loi n'est plus là pour toi, pour servir le peuple. Elle ne t'appartient plus. Elle est à eux, nommément les États et les servants du pouvoir. C'est toi, le citoyen, qui paye le cadre légal par tes impôts, mais c'est eux qui décident s'il va servir tes intérêts ou ceux du pouvoir, ou encore ceux des copains banquiers qui, évidemment, s'occupent des transactions des flux financiers. La loi est là pour préserver le pouvoir des États, pour rendre légal ce qui rapporte le plus d'argent, en aucun cas pour donner corps à notre capacité collaborative, pour harmoniser et discipliner nos relations, bref, pour rendre justice. Les lois sont devenues l'instrument de ta dépossession politique, de l'esclavagisme démocratique, de la peur dans laquelle les États veulent que tu vives pour te contrôler de ton premier souffle à ton lit de mort. C'est un instrument de chantage pur et dur. Les règles s'appliquent ou ne s'appliquent pas en fonction de ce que tu es capable de payer
pour les interminables procédures qui te sont imposées. Si tu payes les servants du système et que tu acceptes de perdre ton temps pendant les années de procédures qu'ils t'imposent, tu as de fortes chances de gagner. Tu auras perdu 5 à 10 ans de ta vie, tu auras perdu des milliers, des centaines de milliers ou des millions de francs, d'euros, de dollars que tu auras donnés aux parasites de la justice et ils te donneront l'illusion de la victoire alors qu'en fait, tu n'auras été que la marionnette qu'ils utilisent pour justifier de leur utilité et en particulier donner de l'inertie à la machine à fric qu'ils sont devenus. Je vais te l'illustrer par un email que j'ai à l'écran juste à côté de moi et que j'ai envoyé au juge il y a quelque temps. Et je continuerai dans un instant. J'écris: Monsieur, Madame, cher monsieur, chère madame, Madame la juge, Monsieur le juge, il apparaît que malgré que vous soyez payé par les impôts des citoyens suisses, vous n'êtes pas au service des citoyens suisses. Vous êtes au service d'intérêts financiers qui ne reflètent en rien votre fonction de juge au sein de l'appareil judiciaire dont vous êtes les piliers. Vous me demandez des avances de frais avant même de lever le petit doigt pour entrer en matière et rendre justice. Dans ce cas précis, vous vous débarrassez du dossier en invoquant votre sacro-saint code de procédure comme justificatif de votre démission au service d'un citoyen suisse. Selon les lois dont vous êtes censés être les gardiens, loi qui protège les locataires contre les abus, c'est une procédure en cours que j'ai ici. Vous savez que la société telle et telle ne peut pas doubler les loyers d'un mois à l'autre et demander qu'ils soient payés avec une année d'avance. Un enfant de 7 à 10 ans le comprend aisément, mais pas vous, les professionnels de la justice. Ou plutôt, en fait, vous le comprenez avec la même aisance qu'un enfant, mais vous n'avez pas le droit de rendre justice si cela ne vous rapporte pas d'argent. Vous êtes au service des intérêts financiers du système judiciaire, au service des gens qui vous payent le plus, plutôt que d'être au service de ce qui devrait être votre vocation et votre devoir, rendre justice, faire respecter l'esprit de la loi. Refuser l'accès aux juges et à la justice aux citoyens qui n'ont pas les moyens financiers de vous payer en direct est une obscénité. Vous me dites: oui, les lois qui te protègent existent, mais si tu ne me payes pas, je ne les appliquerai pas et je te laisserai te faire manger par ceux qui me payent mieux que toi. Vous ne rendez justice que si vous êtes payé et vous utilisez votre code de procédure pour justifier une forme de corruption que vous avez institutionnalisée, rendue obligatoire. La justice suisse, si elle n'est pas payée une deuxième fois par le citoyen en direct, ne t'offrira rien. Nous ne sommes plus un État de droit, à part si tu le payes, ce qui est évidemment un conflit d'intérêts monstrueux. Vous n'êtes pas, je reprends, vous n'êtes pas des mauvaises personnes. Vous vous êtes simplement fait voler votre métier. Vous vous êtes fait voler votre fonction par des gens qui vous dominent et qui vous imposent leur logique purement financière plutôt que de vous laisser faire votre travail. Par leurs impôts, les citoyens payent pour l'appareil judiciaire, mais ils n'y auront accès que s'ils payent une deuxième fois. S'ils ne peuvent pas payer, la Suisse ne sera plus un État de droit. Et vous vous faites les complices de cette logique financière, complètement à l'opposé de l'esprit de la Suisse et en total mépris pour l'héritage de nos ancêtres. C'est une honte et vous la portez sur vos épaules.
Si vous acceptez cette situation et que vous refusez de reprendre vos responsabilités, c'est ce que vous léguerez à nos enfants. Et ce seront eux qui devront remettre à flot le navire que vous avez fait sombrer. C'est votre responsabilité. J'ai demandé l'assistance judiciaire pour essayer d'avoir droit à vos services, avoir droit à la justice suisse. Mais vous avez refusé, car vous n'êtes même pas capable de passer un coup de téléphone à vos collègues de l'Office des poursuites qui vous confirmeront immédiatement ma situation financière actuelle. Appelez Madame Katia Gabriel, Monsieur Patrick Moulin, Monsieur Giannini au plus 41 27 606 17 30. C'est si simple, mais vous ne le faites pas, ce qui confirme que votre logique est la suivante. Comment vais-je presser le citron jusqu'à la dernière goutte? Je ne vais quand même pas passer un coup de fil à mes collègues du département étatique voisin, car cela risquerait de réduire l'argent que je peux me faire sur ce dossier. Mais comment pouvez-vous être tombé aussi bas? Comment est-il possible que vous ayez un tel mépris pour les citoyens suisses? Comment est-il possible que vos intérêts financiers priment sur la justice? Est-ce là vraiment tout ce qu'il vous reste? Tout ce que vous êtes en droit de faire en tant que juge? Je poursuis. Fort d'une riche expérience professionnelle, je me suis isolé pendant 4 ans pour écrire le livre intitulé 2024 que vous trouverez sur www.8024.com ou en cliquant sur le lien de mon pavé signature ci-dessous. Mon but est de faire comprendre à tous les lecteurs la dérive des systèmes de gouvernance actuels, à l'image de ce que je vous décris ci-dessus, vous concernant. Merci. Mais je vais plus loin, car comprendre c'est bien, agir c'est mieux. J'ai écrit les bases de constitution nouvelles qui redonneront son pouvoir au seul souverain, le peuple. Mon chapitre 9, parenthèse auquel je fais référence en ce moment, devrait vous intéresser en particulier. Entre autres, j'y prône le principe de tiers regard, qui seul responsabilise tous les intervenants du processus judiciaire. Le secret de procédure, la dissimulation, l'omerta ne servent que le petit nombre d'individus qui s'en servent pour cacher leurs méfaits. Vous pouvez le résumer, l'impunité est le plus grand encouragement au crime et c'est ce que vous laissez se développer dans un pays comme la Suisse. Dans ma vie comme dans mes écrits, je ne propose jamais aux autres ce que je ne m'applique pas à moi-même. Puisque vous me refusez vos services, puisque la justice suisse ne m'est pas accessible pour des raisons financières, je m'en remettrai au jugement de la terre. Le tiers regard sera mon chemin, et nous aurons comme juges tous les humains qui le souhaiteront. C'est-à-dire que je vais donc publier sur tous les réseaux sociaux à ma disposition la totalité du dossier, les courriers échangés et peut-être même, si on me pousse à bout, les conversations téléphoniques que j'ai eues avec certains des acteurs engagés dans l'histoire. C'est votre choix. Et si vous faites ce choix, c'est un noble choix. Car donner une totale transparence par le tiers regard, c'est rendre au peuple ce qu'il paye, donc ce qui lui appartient, la justice, le cadre légal et les lois qui nous unissent. C'est le plus beau des cadeaux. C'est le cadeau qui vous redonnera votre métier de juge, ce qui vous responsabilisera, ce qui vous redonnera votre fonction et qui vous remettra au service du peuple pour nous unir, plutôt que vous restiez les esclaves des misérables intérêts financiers qui nous divisent.
En conclusion, en Suisse de 2025, l'état de droit n'existe pas. Ou plutôt, la justice n'existe pas, ou elle n'existe que si tu la payes comme un hamburger au McDonald's. En Suisse, la justice est payante. Et si tu n'as pas d'argent, si tu ne peux pas te la payer, il n'y aura pas de droit. C'est le McDonald's. Si tu ne payes pas, reste chez toi et mange de l'herbe. Ça, c'est la justice suisse d'aujourd'hui. C'est le McDo. Je ne sais pas comment vous faites pour accepter cela, monsieur, madame le juge. Mais je pose quand même une question. À l'humain que vous êtes, d'un être humain à un autre être humain, pas au juge, pas à l'avocat, pas à l'huissier, pas au greffier, non, 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 d'un être humain à un être humain. Est-ce que vous trouvez cela juste? Je te laisse répondre à cette question. Ça, c'est la justice en Suisse. Et la seule façon de remettre la justice au service du citoyen est de faire en sorte que le principe de tiers regard s'applique dans tous les rendus de justice. Je te l'explique en quelques mots et je fais référence au texte que j'ai évidemment sous les yeux, que j'ai écrit pour toi. Le segment en question, donc, fait partie du chapitre 9, je crois, cadre légal, s'intitule La justice au juge. Je lis quelques instants. De la même façon que tu dois rendre l'éducation aux professionnels de l'enseignement, que tu dois rendre la médecine aux médecins, il est impératif que tu rendes les décisions de justice au seul juge et aux jurés tirés au sort. La justice est au service des citoyens pour t'obliger à suivre les règles que nous avons choisies qui nous permettent de vivre ensemble en maximisant la productivité de chacun. Les peines de prison, les amendes et autres mesures punitives que la justice inflige servent à te responsabiliser avant que tu n'enfreignes les lois, par la peur que tu as de perdre ta liberté si tu es pris. C'est un système de prévention des délits avant qu'ils ne soient commis par la peur associée aux sanctions qui frapperont les contrevenants. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te lis ça comme introduction. C'est le principe de tiers regard. Encore une fois, pour rendre son métier au juge, il doit savoir que quel que soit le verdict qu'il rend dans une situation donnée, en direct, tous les éléments du procès qui ont servi à donner ce verdict, à arriver à ce verdict, doivent être d'accès public en complète liberté. Les interrogatoires, les séances filmées en audience, les procédures suivies par la police pour mener son enquête, etc., etc., pour que le citoyen puisse enfin recommencer à faire confiance à son ressenti en interne plutôt que de devoir se contenter du narratif donné par Pierre-Jacques Oujean. Je te donne un exemple tout simple. Essaye de faire l'expérience suivante. Lors d'une dispute avec ton mari, avec ta femme ou avec ton conjoint en général, sors ton téléphone et pose-le en toute transparence sur la table et propose d'enregistrer ta conversation. Tu observeras immédiatement une forme de responsabilisation des interlocuteurs qui éviteront les insultes, qui éviteront les menaces, qui éviteront la malhonnêteté et la violence en général. Chacun voudra se montrer constructif, proposer des solutions plutôt que de se plaindre dans le vide. Essaye. Cela fonctionne 99% des cas. C'est l'impact du tiers regard sur le sens des responsabilités que nous avons tous. Si tu sais que ta conversation peut se retrouver sur les réseaux sociaux et que tu seras jugé par tous ceux qui l'écoutent, tu seras instantanément une autre personne. Car si tes paroles ou tes actes sont répréhensibles,
Tu devras vivre dans le mépris de tous ceux qui t'ont vu sous ton vrai jour. Et ce sera très difficile. Je ne te demande pas de me croire. Je te demande d'en faire l'expérience et d'en tirer tes conclusions personnelles. Essaye et apprends. Ne fais confiance qu'à toi-même. N'écoute que ton ressenti et ton bon sens. Et tu changeras ta compréhension du monde et tu en changeras les règles. C'est ce que je veux que nous fassions, toi et moi. Et je te le résume dans mon chapitre 11 sur les articles constitutionnels, entre autres les articles qui s'appliquent à l'Assemblée révisionniste, qui révise le cadre légal tous les 2 ans pour s'assurer de son adéquation avec les besoins des citoyens du peuple et pour protéger le peuple des abus gouvernementaux et des abus du cadre légal. Tu vas tout de suite comprendre. Ce que je te propose, je reviens au texte, ce que je te propose est un changement de paradigme. Je souhaite que tu donnes un accès public immédiat et online, entre guillemets, à tous les éléments disponibles chaque fois que l'intervention de l'appareil légal est nécessaire. C'est toi qui payes pour le système judiciaire par tes impôts et tes taxes. Il t'appartient. C'est un service public. Il est au service des citoyens. Donne-toi par la Constitution un accès complet à son fonctionnement, à ce qu'il fait pour toi, à ce qu'il produit pour toi, ou arrête de le payer. Je te dis bien, arrête de le payer. Ne paye plus tes impôts et tes taxes tant que ce pourquoi tu payes n'est pas à ton service, tant que tu ne payes, donc, tant que ce que tu payes ne t'appartient pas pour de vrai. C'est tellement simple et logique qu'il te sera difficile de l'accepter. C'est pourtant la seule voie, car tu ne pourras jamais convaincre par la logique ou le bon sens les hommes qui tirent profit du système dans son état actuel de changer quoi que ce soit. La complexité et l'inaccessibilité du cadre légal sont voulues par design. Elles permettent aux politiques de discréditer un candidat de l'opposition sans fondement ou au contraire de cacher les méfaits de leur parti en empêchant les juges, voire même les jurés, de faire leur travail, car ils sont tenus par un code de procédure qui autorise tout et son contraire. Tout ce que je te dis est une évidence. Mais encore une fois, tu dois le lire, tu dois te donner une géométrie de l'esprit. Car si tu ne le fais pas, tu n'auras jamais en toi, en interne, les armes qui te permettent de rendre justice, d'exercer ta pleine et entière souveraineté. En Suisse, on te dit, oui, tu peux exiger une réécriture de la Constitution totale, mais avant ça, tu vas traverser l'Atlantique à la nage, s'il te plaît. On va te réceptionner à New York. Et quand tu arriveras, alors là, oui, on entrera en matière. Parce que tous ces gens se sont donné tous les arguments, enfin, c'est un parcours du combattant, une bataille que tu n'as aucune chance de gagner. Et c'est pour ça qu'il faut aller outrepasser cette muraille de Chine que les politiciens, le pouvoir a construit pour s'y abriter. Il va falloir la traverser par les marches constitutionnelles que je vais organiser dès la fin avril, début mai. Et nous exigerons que les politiciens se remettent au travail au service des citoyens, au service du peuple. Donc, je te le dis, je reprends le texte un instant. Le tiers regard doit devenir la règle absolue pour faire en sorte que chaque juge, chaque procureur, chaque avocat, chaque magistrat sache qu'il est observé par la terre entière. Ce principe s'applique aussi aux citoyens qui utilisent le système judiciaire à mauvais escient. En tant qu'individu, si tu sais
que le conflit que tu peux régler par la médiation va être exposé de façon publique quand tu fais intervenir la justice, tu y réfléchiras à 2 fois. Si c'est un divorce, un conflit de voisinage, un accident léger ou toute autre micro-dispute, tu préféreras la médiation. Tu préféreras trouver une entente avec la partie adverse sans faire intervenir la justice pour ne pas exposer ton cas à la terre entière. C'est total logique. Il faut que tu sois vraiment sûr de ton bon droit ou que les intérêts en jeu soient très importants pour que tu acceptes d'être exposé publiquement. Si tu n'es pas 100% sûr de toi, si tu pressens que ta cause n'est pas entièrement justifiable, tu t'abstiendras. Tu t'abstiendras d'utiliser officiellement le système judiciaire. C'est logique. Tu ne veux pas devenir la risée ou la honte de ta communauté quand celle-ci découvrira tes vraies motivations, ton vrai visage. Vivre dans la honte quand tes vraies valeurs sont exposées est très difficile. Une fois de plus, le tiers regard responsabilise chaque étape du processus judiciaire, du simple citoyen à tout individu chargé de son application, en passant bien sûr par les grandes corporations qui hésiteront à dévoiler leurs secrets de fabrication de procédures internes en utilisant la loi comme un outil de business pour se faire de l'argent. Et tu dois comprendre fondamentalement, la raison d'une dispute n'est pas de vaincre un adversaire. Non, la raison d'une dispute est de trouver un terrain d'entente qui satisfera les deux parties ou qui s'approchera de la satisfaction des deux parties. C'est une évidence. Donc, hmm, j'aurais voulu te lire encore un passage qui vient juste avant, et pour te faire comprendre comment fonctionne la justice en Suisse. Euh, il faut juste que je retrouve ça. Il me semble que j'avais fait un signet quelque part pour pouvoir t'en parler. Voyons ça. Voilà, c'est ici. Un autre exemple. La Suisse a mis en place une procédure de recouvrement à l'encontre des citoyens qui ne payent pas leurs factures. Que le montant soit à payer, soit réellement dû ou non, il est quasiment impossible d'échapper aux fonctionnaires d'État qui mettent en œuvre la procédure. Tu peux contester, justifier du non-paiement, mais aucun argumentaire, si éthique qu'il soit, ne te permet d'échapper à la machine à fric étatique. En fait, c'est encore pire que ce que tu ne peux imaginer. Quel que soit l'interlocuteur à qui tu parles, il n'est jamais le décideur. Il ne peut rien pour toi car il ne fait que suivre le code de procédure. Personne n'est jamais responsable. Chacun ne s'occupe que d'un maillon de la chaîne dont il est en charge. En tant que citoyen victime de ce processus, tu n'as aucune chance d'y échapper. Ce fractionnement des tâches permet aux individus impliqués de ne jamais porter la responsabilité de la violence légale qu'ils mettent en place et dont ils sont collectivement responsables. Les employés de l'État ne se rendent pas compte pour la plupart qu'ils sont les instruments d'une machine à rançonner les citoyens. Ils sont les victimes manipulées par un système qui nous force à nous diviser plutôt que de collaborer dans l'harmonie. Le pire est qu'ils ne remettent jamais rien en question tellement leur formatage est solidement ancré au plus profond de leur cerveau. Ils s'endorment le soir la conscience tranquille car ils n'ont fait que leur tâche qui, prise individuellement, ne représente rien. Ils ne sont pas responsables. En fait, ce mécanisme de répartition des tâches est très efficace. Il s'utilise en particulier en temps de guerre pour permettre aux individus d'effectuer leurs tâches aussi monstrueuses soient-elles, tout en gardant bonne conscience. Pendant l'Holocauste, organisé par les nazis à l'encontre de la population juive, personne n'était jamais responsable. L'un ne faisait que conduire le train amenant les déportés à Auschwitz, Ravensbrück, Mauthausen ou autres camps de concentration. Un autre
ne faisait que la cuisine pour les prisonniers, le suivant ne faisait que garder l'enceinte de la prison, le dernier ne faisait que déplacer les prisonniers victimes d'une baraque ou d'une cellule à l'autre, etc., etc. Il est vraisemblable que tous les individus impliqués dans ce processus se rendaient compte de la monstruosité du résultat produit par l'addition de leurs petites actions individuelles. Mais malgré ça, ils gardaient bonne conscience, car ils se justifiaient derrière leur hiérarchie, ils suivaient les ordres venant de l'État, de leur gouvernement. De plus, chaque action prise isolément était relativement inoffensive. C'est la somme de toutes ces actions mises bout à bout qui est monstrueuse et qui a fait 6 millions de morts. Bien sûr, personne n'est responsable. Ils ne savaient pas, ils n'ont pas pensé, c'étaient les ordres, la procédure. Un État comme la Suisse a remis au goût du jour les mêmes processus psychologiques, heureusement pas pour assassiner des Juifs, mais pour s'accaparer toutes les ressources de revenus potentielles à sa portée. Sont impliqués les politiques, les juges, la police, les offices des poursuites, les avocats et la majorité des fonctionnaires, chacun responsable d'un étage de la fusée. Le juge ne fait qu'appliquer le code de procédure dont le bénéficiaire est l'État, qui d'ailleurs paye son salaire, générant, et je te pose la question, un conflit d'intérêts inacceptable. La police ne fait que suivre les ordres et forte de la violence légale qu'elle détient, la violence étatique qui est détenue par la police, elle effectue les saisies. Les offices des poursuites étatiques ne font que signaler aux citoyens incapables de payer que l'État saisira leurs biens. Les avocats se réfugient derrière le code de procédure, mais quand ils ont une vague honnêteté ou après quelques verres de champagne et une discussion entre quatre yeux, ils se réjouissent de pouvoir administrer les conflits, car plus ils sont nombreux, plus ils facturent. Personne n'est jamais responsable individuellement, mais collectivement. C'est une organisation criminelle qui rançonne les citoyens, qui humilie les individus. Je connais personnellement des dizaines de personnes qui m'ont dit ne plus oser collecter leur courrier tant ils craignent d'être les victimes de cette violence légale. Ils vivent en flux tendu, sans jamais pouvoir épargner pour leurs vieux jours, sur la pression constante des taxes, des impôts, de l'inflation, de la dette, etc. L'État maintient une pression maximum pour accaparer toutes les sources de revenus possibles. La vie des citoyens est gâchée. Ils n'éduquent plus leurs enfants. Ils ne s'occupent plus de leur santé. Ils sombrent dans la dépendance à l'alcool, dans la fumette et bien sûr dans tous les psychotropes, les antidépresseurs, les tranquillisants, benzodiazépines et autres saletés pharmaceutiques prescrits comme solution par l'industrie médicale. C'est obscène. Les médecins croient bien faire, soulager leurs patients devenus dépressifs sans se rendre compte qu'ils les enterrent, car ils ne soignent pas la cause comme je te le propose dans 2024. Ils ne font que masquer temporairement les symptômes pour le plus grand plaisir d'une industrie pharmaceutique déjà riche à milliards. L'élémentaire bon sens devrait te permettre de comprendre que les psychotropes, qu'ils soient d'origine naturelle ou pharmaceutique, peuvent être des solutions court terme à une situation de crise, mais ils ne peuvent jamais donner des résultats satisfaisants à l'équilibre des individus sur le long terme. C'est pourtant ce que l'État et chaque étage des processus mis en place t'imposent. L'utilisation de ces neurotropes est un choix qui doit rester personnel, tout en sachant qu'ils n'apporteront jamais une hygiène de vie valable sur le long terme. Traiter les symptômes plutôt que les causes de la maladie ne guérissent jamais les patients. Je te conclus le truc. Il est vrai que chacun des acteurs susmentionnés n'est pas véritablement responsable du malheur qu'ils génèrent par leurs actions.
Les hommes mauvais y trouvent une forme de pouvoir dont ils s'abreuvent, et les bonnes personnes une gêne vite écartée, tant le suivi des processus et des règles étatiques leur permettent de retrouver bonne conscience. Les responsables sont ceux qui écrivent les règles, ceux qui sont au sommet de la pyramide, ceux qui bénéficient le plus des persécutions ainsi organisées. C'est Auschwitz, c'est Mauthausen, c'est Ravensbrück. C'est toujours le même modèle. Personne n'est responsable si ce n'est le sommet de la pyramide hiérarchique, qui a une forte motivation à comprendre et à utiliser les mécanismes psychologiques qui lui permettent d'imposer les pires monstruosités aux citoyens esclaves que tu es devenu. C'est ce que tu trouves dans 2024. Alors c'est clair que ça saigne à chaque page, mais c'est normal. En revanche, comme me disait un de mes lecteurs, on ressent profondément la bienveillance par, bien sûr, une description du paysage traversé, mais ensuite, comment le restructurer, comment réécrire les règles sur une base simple, honnête. Et c'est ce que je te disais avant, c'est la justice au juge, c'est le tiers regard, c'est la totale transparence. Et c'est ce que font les États-Unis à l'heure actuelle, car que tu aimes ou non Donald Trump, que tu aimes ou non Tulsi Gabbard, une femme fabuleuse, Pamela Bondi, que tu aimes ou non Fitzgerald Kennedy Jr., que tu aimes ou non Kash Patel, que tu aimes ou non J.D. Vance, vice-président, que tu aimes ou non Marco Rubio, ministre des Affaires étrangères, eh bien, ces gens-là sont en train de donner un coup de pied dans la fourmilière. Et ça va. Je n'ai pas cité Elon Musk, qui n'est pas élu, qui ne fait pas partie du gouvernement, qui est un prestataire externe, un auditeur. Les États-Unis ont réussi à se payer à des hommes les plus riches de la Terre comme auditeurs. Non, mais c'est extraordinaire. Ces gens-là font un travail fantastique. Mais j'observais une interview de Elon Musk en particulier, et qui dit qu'il a révélé beaucoup de choses, que ses teams ont déjà révélé beaucoup de choses, mais que les fondamentaux ne... Il parlait de Nancy Pelosi, qui a été Speaker of the House, c'est-à-dire la présidente, entre guillemets, du Congrès en session plénière classique et autres. C'est elle qui ordonne les débats, entre guillemets. Fonction très, très importante. Et Elon Musk dit que s'il révèle véritablement ce qu'il sait sur une Nancy Pelosi, et il se foutait gentiment de sa gueule en disant qu'elle est la plus extraordinaire gestionnaire de fortune en termes de ses allocations d'actifs, elle fait 150% de performance d'année en année, où elle est tout le temps entre 60 et 150%. Donc, bien meilleure que les meilleurs professionnels, gestionnaires de fonds, de hedge funds, de... elle est meilleure que tout le monde par les inside information qu'elle a de façon systématique, par des... J'entre pas dans les détails. J'en ai une partie. Eh bien, Elon Musk, il dit, je ne peux pas révéler tout ça. Parce que sinon, vraiment, cette fois, on va tous se faire assassiner. C'est comme révéler tout ce qui s'est passé autour de l'affaire John Fitzgerald Kennedy. Euh, Ils peuvent essayer de le faire. Ou Epstein, l'affaire Epstein, son nid, les jeunes filles abusées, les jeunes hommes abusés, etc. Ils ne peuvent pas véritablement donner le truc, parce que sinon, c'est un cataclysme nucléaire au niveau politique, et les gens vont commencer à se tirer dessus. Alors que la seule façon de faire, et j'en reviens au cadre légal, c'est de mettre le peuple au courant à partir d'aujourd'hui. Le but n'est pas de punir des gens qui se sont mal comportés, parce qu'ils se sont mal comportés en regard du jugement qu'on peut porter sur leur action aujourd'hui. Oui, mais à l'époque, ils ne se sont pas mal comportés. Ils ont utilisé un cadre constitutionnel et légal pour ce qu'ils pouvaient amener.
Et quand tu as un certain environnement à ta disposition, que tu sois dans la jungle, en mer, ou dans une civilisation sophistiquée, tu vas utiliser l'environnement pour te donner la qualité de vie à laquelle tu aspires. Et tu ne peux pas reprocher aux gens d'avoir utilisé cet environnement à l'époque. Ce que tu peux faire, c'est leur garantir que oui, on leur demandera vraisemblablement de ne plus avoir accès aux services publics, qu'ils doivent remettre une partie de l'argent qu'ils ont collecté à disposition pour diminuer la taille de l'outil étatique, pour mettre en place un, j'allais dire, mes collègues me disent, Pascal, nous devons mettre en place le DTR, le département de tiers regard, qui a la capacité de visiter n'importe quelle agence gouvernementale, même par surprise, c'est mon objectif, c'est ce qui me paraît le plus juste, pour donner aux citoyens la capacité d'avoir en direct toutes les informations sur les flux financiers. Car chaque fois qu'une malhonnêteté s'opère, ça laisse une trace sur les flux financiers qui sont associés à la malhonnêteté en question. Comme tout bon investigateur, suis l'argent. Follow the money. And you'd find, et tu trouveras le coupable. C'est une évidence. Donc, il nous faut un DTR, un département du tiers regard, qui impose à toutes ces ONG, par exemple à Genève, une totale transparence sur leurs dépenses. Alors, si tu vas sur leur site Internet, il y a déjà pas mal d'efforts qui ont été faits. Oui, c'est pas mal. Hein, on voit bien que ça part de Washington, D.C., c'est le pôle central pour tout ce blanchiment OG. Ce sont des organisations purement gouvernementales. Et comme les gouvernements ne pouvaient plus blanchir par l'intermédiaire des banques, qui sont surrégulées, qui sont observées tout le temps, nos amis banquiers et les gouvernements, qui sont, c'est vrai, pas les gens les plus bêtes de la planète, hein, il faut bien s'en rendre compte, ont mis en place tout l'humanitaire, le caritatif. Et comme ils ont besoin de sujets qui te rendent coupable pour que tu acceptes leurs dépenses faramineuses sans aucune transparence, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils utilisent l'humanitaire, le social, parce qu'ils savent que tu es une bonne personne, que fondamentalement, les êtres humains veulent collaborer les uns avec les autres. C'est une évidence. Donc, ils utilisent cet écran de fumée pour blanchir d'une façon qui est monstrueuse. Et ce qui se passe aux États-Unis, c'est un premier pas. Mais je l'ai déjà dit souvent, tous les gens que je viens d'énumérer il y a un instant sont des héros quelque part par leur engagement personnel, les risques qu'ils prennent. Mais comme le disait Elon Musk, s'il met véritablement en lumière et qu'il étale sur la table tout ce qu'il a découvert, ben là, les dangers physiques vont intervenir. Et j'en parlais avec un de mes partenaires pas plus tard que ce matin. Et on se disait une chose toute simple. Quand on va véritablement auditer l'armée, donc dans le cas des États-Unis, le Pentagone, et les agences de renseignement, CIA, NSA et autres, ce sera 10 fois pire que ce qu'on a rencontré dans le département de l'éducation, dans le département de la santé. Et si je viens en Europe avec les mêmes exigences, ce sera 10 fois pire que ce que, pas 10 fois, mais 2 fois pire que ce qu'on observe aux États-Unis aujourd'hui. Parce que les politiques européens se sont méga lâchés là-dessus. Et quand tu vois aujourd'hui une Ursula von der Leyen qui vient expliquer qu'elle va allouer 800 milliards à la reconstruction d'une armée forte en Europe, mais où est-ce qu'elle va les trouver? On est à moins de 50% du produit intérieur brut, du R&B des États-Unis, alors qu'on est une fois et demie plus nombreux. Elle va juste imprimer de l'argent. Mais et elle est non élue, hein, bien entendu. Hein, Madame van der Leyen, tu la vois, bon, ben, elle est toute contente d'être là, hein, c'est sympa. Mais elle n'a jamais été élue par qui que ce soit, à part par ses pairs, on va dire, par les gens qui l'entourent, qu'elle peut manipuler.
Donc, je vais te dire un truc. On va organiser les marches constitutionnelles pour te redonner ta souveraineté, pour empêcher les guerres, pour que quand tes représentants décident d'allouer 800 milliards à de la guerre, tu aies un droit de veto, toi en tant que citoyen, toi le peuple. Et nous allons organiser ces marches constitutionnelles ensemble. Je te prie, s'il te plaît, de prendre mon livre 2024, d'aller le consulter sur le site www.4vette24.com et s'il te plaît, tu n'as même pas besoin de lire la totalité du livre, tu t'en fous. Tu vas d'abord prendre la feuille de route. La feuille de route, c'est vraiment en fin de livre. Feuille de route. Et observe bien, c'est 12 pages, bon, peut-être 12, 13, 14, je ne sais pas. Les résultats sont absolument garantis. Tu prends la feuille de route, point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Le point 5 étant la marche constitutionnelle. Car tu dois te rendre compte d'une chose. Parler en vidéo, faire des choses, c'est bien. Mais nous ne sommes pas la somme de nos belles pensées, de nos belles paroles. Nous sommes la somme de nos actes. Et seuls nos actes vont nous diriger vers la victoire. Nous ferons comprendre ce que nous sommes, nous redonnerons notre souveraineté, redonnera aux politiques la fierté du service public. Et ils l'ont au fond d'eux-mêmes. Il faut leur tracer la voie qui leur permette de se valoriser pour ce qu'ils font pour les autres, car tu ne te valorises jamais pour ce que tu fais pour toi. Tu te valorises parce que tu fais pour ta famille, pour tes proches, pour tes amis, pour ta communauté. Et les êtres humains sont une espèce collaborative. Le but n'est pas de punir. Le but est de réintégrer des gens qui à la base sont brillants dans un modèle de gouvernance supérieure qui leur permettra d'exercer leur talent au service des autres pour se valoriser eux-mêmes. Tu dois comprendre les bases philosophiques de ça, mais ça n'a rien à voir avec de la, comment est-ce qu'on dit? Philosophie. Non, c'est pas de la philosophie, ce que je te dis là. C'est de la neurophysiologie. C'est comme ça que fonctionne ton cerveau. Et on va redonner à tous ces gens l'occasion de redevenir honnêtes pour eux-mêmes, pour leur famille. En fait, on va leur redonner leur vie, leur existence. Et ça n'est pas en mettant 50% des contrevenants actuels derrière des barreaux. Non, c'est en leur donnant de nouvelles règles et en leur donnant la possibilité de les appliquer. Voilà. Lis 2024, partage-le avec tes proches. Réunissons-nous bientôt, d'ici quelques semaines, pour remettre l'Europe au travail, lui redonner sa liberté et que l'Europe redevienne en quelques années non seulement un pôle économique fabuleux, mais un endroit où il fait bon vivre, un endroit dans lequel toutes les cultures sont représentées, toutes, sans exclusion, mais où on respecte tous les valeurs définies par une constitution qui est la poutre faîtière de l'édifice gouvernemental dans lequel nous souhaitons vivre dans l'harmonie, dans lequel nous avons une volonté de vivre ensemble. Et c'est ça que nous allons faire. Tu as tout dans 2024. La marche à suivre, les constitutions, le cadre légal, les revenus des États, l'éducation, la santé, l'empire du mensonge que tu acceptes aujourd'hui. J'arrête là. Je te remercie pour ton aimable attention. Paix à toi, paix à tous les hommes de la planète. Peace out.